qui est bio-ingénieur et docteur en écologie. Il est surtout assistant de recherche à l'université et fondateur d'une start-up dont je vais vous parler tout à l'heure. Yvan de Roussera, dans la politique, il va arriver d'une minute à l'autre. Yvan a été élu manager de l'année en 2019. Il a revendu la société qu'il a créée en 2020. Et avant de se lancer en politique, il s'est vraiment intéressé au climat. Et je crois qu'il a lu absolument tout ce qu'il y avait moyen de lire sur le climat pendant 6 mois. Ça lui a permis d'être un des rédacteurs, voire le rédacteur principal du plan climat des engagés. Le dernier orateur, c'est l'homme au costume coloré, Patrick Rose. Patrick Rose, si je dois faire son CV, ça va durer plus longtemps que la conférence elle-même, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est juste tâcher un écologiste convaincu, un fervent défenseur de l'énergie nucléaire, et c'est surtout, à mes yeux, un scientifique qui est capable d'expliquer quelque chose de très compliqué de manière que tout le monde le comprenne, sans que ce soit simpliste pour autant. Alors, j'avais espéré avoir un représentant de la ville de Göteborg, parce que, vous ne le savez probablement pas, moi je l'ignorais jusqu'à il n'y a pas longtemps, cette deuxième ville la plus importante de Suède a été élue pour la 7e année consécutive la ville la plus durable au monde. Donc je trouvais que c'était sympa. La destination. La destination, pardon. La plus durable au monde. C'est-à-dire donc. Tu vas expliquer ça dans 2 secondes. Donc, comme je n'ai pas pu avoir un représentant parce qu'ils sont en période électorale, ils trouvent que c'est un peu compliqué de se mouiller au niveau climat, mon vieil ami Pierre Sjöberg, qui a son nom, comme vous l'entendez, a son accent suédois, va nous dépanner et il a réussi à avoir la présentation officielle de la ville, qu'il a gentiment traduit de suédois en français, et il va nous exposer ça pendant un petit instant. 5 minutes. 5 minutes. Vas-y Pierre, c'est à toi. Ah, c'est pour moi. C'est à toi. Est-ce qu'on va pas éteindre? On peut éteindre. Si je trouve l'interrupteur, j'éteins. Voir mieux les images. Parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, donc je parle un peu le français. J'ai un accent terrible, mes enfants, qui sont belgo-franco-suédois, se moquent de mon accent. Je peux vous dire que moi, je me moque de la leur quand je parle suédois. Voilà. On va voir ici, là, un moment. Quelqu'un peut éteindre 2 minutes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est passé? C'est un peu mieux, je crois. Donc, voilà. J'ai une voix assez grave. On me le reproche souvent, et c'est peut-être difficile à comprendre parfois. Voilà. Mais je vais faire de mon mieux. Voilà. Ce que je voulais, c'est pas facile de s'exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne, et donc je le remercie 1000 fois. Ce que je voulais surtout, c'était de montrer qu'en effet, même si on travaille aujourd'hui sur la région, le phénomène climatique, plus que le reste encore, est un phénomène mondial. Et si tout le monde ne bouge pas en même temps, et si tout le monde ne va pas chercher des idées à gauche et à droite, on ne va pas vraiment avancer. Alors ma première question à un de mes orateurs, vous pourrez poser tout à l'heure toutes les questions que vous voulez à peine, mais maintenant on va proposer qu'on enchaîne. La première question, je vais la poser à Patrick. On approche à grands pas du fameux 1,5% de degrés supplémentaires par rapport à l'ère pré-industrielle. Certains disent qu'on va aller même très très vite à 2% d'augmentation. Moi je voudrais juste savoir pourquoi est-ce si important, pourquoi ces paliers sont des paliers qui sont des points de bascule, peut-on dire?
Eh bien, moi, ce ne sont pas des points de bascule, ce sont des, Père a utilisé le mot de benchmarking, ce sont des benchmarks politiques. On essaye de limiter à 1,5 degré, pas pour cent, à 1,5 degré de réchauffement supplémentaire, parce qu'on estime, en fonction des modèles, que limiter le réchauffement à 1,5 degré va faire mal, mais pas trop. Et si on va plus loin, on doit vraiment essayer de s'arrêter à 2 degrés, parce que là, ça va faire vachement mal, mais ça ne va pas encore nous tuer. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ce ne sont que des indicateurs politiques, ce ne sont pas des indicateurs biophysiques. Si on est à 1,4 degré, ça va faire presque aussi mal qu'à 1,5 degré. Et si on est à 2,1 degré, ça va faire vachement mal, mais ça ne va pas être la catastrophe comparée à 2 degrés non plus. La planète fonctionne pas par échelle, comme le fait la politique humaine ou l'économie humaine, mais par des gradations qui sont presque invisibles, mais que nous influençons, et déjà depuis très longtemps. Tu as dit que la température a monté de 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. C'est vrai, mais en fait, la température a augmenté d'à peu près 3,5 degrés depuis le moment où nous avons commencé à sérieusement influencer le climat sur cette planète. Que veux-je dire? Mes amis, nous mangeons des produits agricoles. Les produits agricoles, c'est fait où? Dans des fermes. Les fermes, c'est quoi? Ce sont des savanes, des pâturages, des forêts transformées en champs. Nous mangeons du riz. Les riz, ce sont des forêts tropicales et des marécages transformés en rizières. Ce processus a commencé à grande échelle il y a à peu près 7 à 8 000 ans. Et surprise, on voit une augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère parce qu'on a coupé tous les arbres en Moyen-Orient et en Europe, et du taux de méthane dans l'atmosphère parce que le riz, ça dégage beaucoup de méthane, à partir de il y a 7-8 000 ans. Ça monte tout doucement, ça monte juste assez pour contrecarrer les effets astronomiques qui, eux, auraient plutôt tendance à nous mener à la prochaine ère glaciaire. C'est ça qui nous a donné le climat ultra stable de l'Holocène des derniers 10 000 ans. Ce n'est pas le bon Dieu, ce n'est pas la nature, c'est l'interaction entre les humains et la nature. Et c'est ce petit changement qu'on a commencé à changer à très grande échelle avec la découverte d'un outil merveilleux, le carbone. Ah, le carbone, mesdames et messieurs, le carbone, mais c'est génial! C'est mieux que l'héroïne, c'est mieux que le sexe, c'est le truc fantastique, c'est le truc qui a construit ce bâtiment, c'est le truc qui fait que ce bidule existe, a été transporté de manière bon marché dans un bateau depuis la Chine pour nous aider ce soir. C'est le fait que moi, je peux faire mon travail en Afrique tout le temps, que je suis devant mon ordinateur quand je ne peux pas aller en Afrique, et quand j'y vais, ça coûte même pas cher de devoir y aller. Le carbone, c'est fantastique. Le carbone, ça fait nos voitures, nos avions, nos maisons, nos hôpitaux, tout. Malheureusement, ça réchauffe. Ça réchauffe beaucoup. Et là, je suis sûr, Benoît, que tu le rencontres régulièrement dans tes meetings politiques, que surtout parmi les jeunes, tu as des gens qui commencent à désespérer. Parce que cette courbe d'émissions, elle monte. Parce qu'il n'y a pas que nous. Moi, je voyage partout sur la planète pour moi. Je suis président de l'Union internationale de l'agroforesterie. Et que vous soyez en Thaïlande, en Chine, en Zambie, au Canada, je ne sais pas moi, en Russie, en Ukraine, partout, les gens ont de plus en plus de voitures, de plus en plus de vacances, montent de plus en plus dans les avions, de plus en plus de gadgets, des télévisions de plus en plus grandes, et tout le monde adore bouffer du steak et du sushi. C'est comme ça. Donc, est-ce qu'on va droit vers le mur? Eh bien, non. On ne va pas droit vers le mur, on ne va pas droit vers le mur, pas seulement à cause des voitures électriques et du nucléaire et des renouvelables, toutes choses dont on a besoin, mais aussi parce que dans chaque industrie, quelle qu'elle soit, vous voyez des gens malins en train de réfléchir de comment fabriquer des trucs comme ça avec de moins en moins de carbone, comment les transporter avec de moins en moins de carbone, comment les utiliser avec de moins en moins de carbone, comment les recycler de mieux en mieux quand ils arrivent en fin de vie, etc., 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 etc. Et ça, on commence à le voir dans les courbes d'émissions. Les courbes d'émissions, on dirait que plus ou moins maintenant, 2024, 2025, il faudra attendre quelques années pour avoir les bons chiffres, qu'on est arrivé au sommet. Parce que les panneaux solaires, les voitures électriques, les éoliennes, et dans des pays comme la Chine, le nucléaire se répandent tellement vite que le charbon, on en brûle de moins en moins, le gaz, on en brûle de moins en moins, et même le pétrole, on en brûle de moins en moins. Donc, avec un peu de chance, on commence à arriver
à la fin du début. Parce que ce n'est que le début. Il ne faut pas juste arriver au taux d'émission auquel nous sommes maintenant, qui sont monstrueux, mais il faut aussi redescendre à zéro, et puis après trouver les manières, et ça c'est mon job à moi, les manières de retirer tout ce carbone qui est dans l'atmosphère, où il pollue, et de le transformer en quelque chose qui est utile, c'est-à-dire la vie. Une baleine, c'est 30 tonnes de carbone. Un arbre, c'est des centaines de kilos de carbone. Moi, perso, c'est 20 kilos de carbone. C'est génial tout ça, c'est quand même mieux d'avoir 20 kilos de carbone sous la forme d'un conférencier devant vous ce soir que de l'avoir dans l'atmosphère. Et c'est la même chose pour toute la vie. Comment est-ce que nous pouvons encourager ce processus? En changeant nos méthodes agricoles, entre autres. On fait une promenade le week-end, qu'est-ce qu'on voit? Des champs énormes, tout vides. On les a préparés pour recevoir des semences dans lesquelles on va faire pousser des plantes utiles. Mais pendant de nombreux mois, cette terre est vide, il n'y a pas de vie dessus. Donc il n'y a pas de photosynthèse, donc il n'y a pas de carbone qui est capturé. C'est une catastrophe. Tous ces arbres qu'on coupe et qu'on ne replante pas dans ma commune, chez nous c'est MR, désolé. Et c'est une cata. Hein. On coupe des arbres partout parce qu'ils sont soi-disant dangereux. Bon, les arbres, je connais, non, ils ne sont pas dangereux. Et puis on replante des nouveaux. Et on dit, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Ah ben non, l'arbre qui était là, il avait 150 ans, le nouveau là, déjà il faut qu'il survive. Et puis dans 10 ans, il sera peut-être grand comme ça. Donc il y a aussi une question de simplement comprendre comment fonctionne le système Terre avant de prendre des décisions idiotes. Et pour ça, nous dépendons de vous autres, les politiques. Et là, je te donnais une réponse de 10 minutes. Mais justement, tu me permets d'enchaîner sur une question que je voudrais poser à Sylvain. Donc, en préparant cette conférence, Sylvain m'a fait remarquer quelque chose qu'au fond, on réalise tous, mais on se cache un petit peu, c'est qu'on n'est plus en connexion avec la nature ou avec le vivant. Sommes-nous, j'ai envie de dire, sommes-nous encore conscients que ce sont les écosystèmes qui nous maintiennent en vie? Les écosystèmes, c'est l'eau, c'est l'air, c'est l'agriculture, c'est le climat, enfin c'est tout ce qu'on observe. Et on a tendance aujourd'hui, c'est exactement ce que Sylvain disait au fond, mais c'est vrai quand on regarde ça, à cloisonner, à mettre la nature ou la biodiversité dans des parcs, comme si on voulait prendre une distance avec eux. Et comme on s'intéresse comme un peu à la ville, je vais demander à Sylvain, est-ce qu'en ville, il faut vraiment réadapter les villes, repenser les villes pour se reconnecter avec la nature? Alors, merci. Alors, je vais... Oui, moi, je continue. Oui, je continue. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas si je suis un aussi bon orateur que mon ami ici. Mais en tout cas, pardon? Oui. Il ne s'est pas levé tout de suite. Hein. Ah oui, bravo. Mais donc, oui. Alors, la question, en fait, ça cache en fait une question qui est beaucoup plus subtile, c'est la question de l'accès à la nature. Donc, ce n'est pas juste la nature en soi, la nature pour soi, qui elle existe. Hein. Donc on a créé pendant des dizaines d'années, on s'est dit qu'on allait d'abord conserver les écosystèmes, donc on a créé des réseaux de réserves naturelles, et puis on a essayé de créer des espaces de vie pour nous également, donc des parcs qui sont un peu moins naturels, plus ornementaux. Et puis en fait, à l'heure actuelle, on est passé dans une autre dimension, puisqu'on s'est rendu compte par exemple qu'en Allemagne, dans les réserves naturelles, 70% de la biomasse d'insectes avait disparu. Donc cet indice-là, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on ne vit pas dans des milieux séparés. On vit dans des écosystèmes qui interagissent entre eux. Ça veut dire que la perte d'insectes dans un milieu, c'est un peu l'effet papillon, c'est que ça a été la conséquence de plusieurs phénomènes qui se sont accumulés, répercutés les uns sur les autres. Et donc, cette question d'accès à la nature, c'est une question assez subtile, puisque, par exemple, Bruxelles, c'est environ 50% de minéral et 50% d'espaces verts qui ne sont pas forcément des espaces de nature. Et donc, la répartition de ces espaces, si vous regardez la carte de Bruxelles, ici, on ne dirait pas qu'on est dans 50% de béton, 50% de verre, mais pourtant c'est le cas en plein centre. Par exemple, on dépasse les 90%, 95% de béton pour 5% d'espace vert. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le monde n'a pas ce même accès à la nature. En cloisonnant cet accès à la nature à juste certaines personnes, quelqu'un qui vit
uniquement au centre de Bruxelles, a perdu toute sa connexion avec le vivant, avec la manière dont on pourrait se produire des ressources, comment son téléphone portable pourrait être construit, comment construit ou comment le bois pourrait être utilisé, etc. Et donc cet accès qu'on peut ramener en ville, c'est en fait l'idée de se dire la nature, au lieu de la laisser à l'extérieur de la ville, juste dans des forêts soignes, voilà, la Cambre, etc., des zones un petit peu plus reculées et plus grandes, ramenons-la en ville, modifions la manière dont la ville est conçue. Il y a plein de choses qui existent de plus en plus. On va peut-être en parler tout à l'heure au niveau de la gestion de l'eau, mais ramener la nature en ville, ça permet de diminuer l'effet îlot de chaleur. Donc, quand vous êtes en plein centre de Bruxelles, vous n'avez pas la même sensation que quand vous êtes en plein milieu de la forêt de Soignes. Ramener la nature en ville, les végétaux vont permettre de diminuer les quantités de chaleur, les quantités, la sensation finalement de chaleur. Ça va permettre aussi de retrouver cet accès à la nature, cette verdure qui va se retrouver peut-être dans un espace, sur un mur, sur un toit d'un bâtiment, de pouvoir voir la végétation. Alors des études ont récemment montré en fait que tous les êtres vivants, l'accès à la nature, la biodiversité, nous procurait un bien-être. Donc ça s'appelle la biophilie. C'est le fait en fait que intrinsèquement on est tous connectés à la nature, on a tous envie un jour de se retrouver ou par exemple vous allez vous asseoir en plein milieu d'un parc avec des arbres, etc. Vous allez avoir une sensation de bien-être que vous n'avez pas si vous asseyez sur un trottoir à regarder les voitures passer. Et en fait cette sensation de connexion s'appelle la biophilie. On est intrinsèquement lié à des éléments de nature. Et donc ramener la nature en ville, c'est nous procurer aussi avec des éléments de bien-être, diminuer les quantités de stress, évacuer tout ce qui est polluants qui peuvent être dans l'air, les carburants diesel qui rejettent des oxydes d'azote qui pourraient être captés par la végétation, capter le CO2, mais ça demande un réarrangement complet de la manière dont on perçoit ces villes, en amenant le végétal pas seulement dans des petits espaces, mais sur des bâtiments, sur des toits, sur des structures qui peuvent être des haies ou des structures plus hautes avec de la végétation, pour réaccorder finalement le minéral avec le végétal et créer des villes un peu hybrides où en fait la nature rentre en partie et on crée des liens entre ces bâtiments, la végétation, des fonctions aussi, puisque la nature peut avoir des fonctions en ville, limiter les inondations, améliorer la qualité de l'air, etc. Donc c'est finalement ramener la nature en ville, c'est pas seulement juste au niveau esthétique, c'est rapporter des nouvelles fonctions et modifier le climat de nos villes. Alors, est-ce que, donc je disais tout à l'heure que Sylvain travaillait avec, était cofondateur d'une start-up qui s'appelle Vivus. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait et ce qu'elle peut apporter aux villes et aux citadins? Alors oui, donc c'est né d'une idée. À la base, moi j'étais chercheur à l'université, donc je le suis toujours jusqu'à la fin de l'année. Et je me suis beaucoup intéressé à ce lien entre nous et la nature et la biodiversité. Et en fait, en discutant avec des architectes, des promoteurs immobiliers, on avait souvent la réflexion de dire, on a envie, nous, d'apporter le végétal sur les bâtiments, d'apporter le végétal auprès des bâtiments, dans les abords de bâtiments, donc on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on a développé, avec la start-up, des systèmes de végétalisation, des murs végétaux qui réutilisent les déchets. On a parlé d'économie circulaire tout à l'heure. Donc on réutilise les déchets, on utilise des plantes belges indigènes qui viennent de nos écosystèmes sauvages pour reproduire des milieux sur des façades, pour reproduire des milieux sur des toits. Et c'est ce qu'on fait en majorité en termes de produits. Et sinon, on peut accompagner des architectes, des promoteurs immobiliers dans la conception d'aménagement. Voilà. Là-dessus, je vais rebondir. Alors, j'accueille, vous accueillez Yvan. Je vais rebondir sur une question pour Patrick.
Les îlots, donc Sylvain a parlé à un moment donné en effet de la différence de température qu'on ressent forcément quand on est en forêt de soigne ou en ville. Donc c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Si on ne fait rien, si on ne travaille pas comme Sylvain le conseille, si on reste avec des villes comme on est aujourd'hui à 95% de béton dans le centre, quelles sont les conséquences pour un citoyen lambda? Ah ben, ça dépend si les citoyens lambda gagnent bien sa vie ou pas. Si le citoyen lambda a un bon emploi, ben, il va pouvoir installer l'air conditionné, il va pouvoir mettre du double vitrage, il va pouvoir acheter une voiture avec de l'air conditionné. Bon, il va faire chaud, ce sera désagréable, mais c'est pas grave, on a la technologie pour l'aider. Si les citoyens lambda, par contre, est un peu plus fort, là, ça va faire mal. Ça va faire mal. La chaleur est déjà une des sources principales de mortalité dans les grandes villes de cette planète. Et ça ne fait que s'empirer. Et ce sont des morts qui, pour la vaste majorité, sont totalement inutiles. Car on peut faire des choses. On peut commencer par revégétaliser la ville, on peut végétaliser les façades, on peut végétaliser les toits, on peut végétaliser les routes. On le voit bien à Bruxelles. Moi, j'ai grandi à Bruxelles. Et quand j'étais gosse, il n'y avait pas tellement d'arbres dans les routes, sur les voiries. Maintenant, il y en a plus en plus. On peut peindre les toits en blanc. L'idée de mettre du balatum noir ou des tuiles noires sur un toit, c'est un non-sens à l'ère du changement climatique. Donc on peut faire toutes sortes de choses pour diminuer l'effet de chaleur et pour diminuer l'impact de la chaleur sur les citoyens, parce que la chaleur, elle est là, elle va venir, elle va être de plus en plus fréquente, et elle va être de plus en plus fréquente partout. La dernière chose qu'on peut faire, et ça de nouveau c'est du ressort des pouvoirs publics, c'est d'offrir du frais aux gens. Et le frais, ça peut être des salles de gymnase ou des écoles qui sont air conditionnées, des bureaux qu'on ouvre la nuit ou le week-end pour accueillir les gens qui n'ont pas l'air conditionné chez eux, ou même tout simplement l'ombre produite par des autoroutes urbaines. Bon, il n'y en a plus à Bruxelles, mais quand vous allez à Bangkok ou à Beijing, il y en a tout plein. Et en été, ce sont des zones où les pauvres se réfugient du soleil et de la chaleur. Donc les solutions, elles vont varier en fonction du revenu des gens, en fonction du tissu urbain, en fonction de l'histoire de cette ville et en fonction des dangers auxquels ces villes est exposée. Parce que si vous êtes à Miami, bah oui, la chaleur, problème, mais le plus gros problème, c'est la vitesse avec laquelle les eaux sont en train de monter. Et là, vous allez donc devoir investir dans la protection de votre ville d'une toute autre manière que nous devrions le faire à Bruxelles ou à Liège, par exemple. Merci. On va revenir tout à l'heure sur d'autres questions, mais je voudrais poser une question à Yvan qui vient d'arriver. Et cette question, c'est une question qui m'est venue à l'esprit parce qu'au fond, depuis, j'ai toujours été passionné par l'environnement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais quand j'ai commencé à militer j'ai vu qu'il y avait 2-3 copains qui sont là pour le climat, au fond, une phrase qui revenait régulièrement, ou une remarque qui revenait régulièrement, c'est de dire oui, mais c'est un problème de gauche. Le climat. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir chaud, le fait de devoir subir toutes les conséquences multiples dont on va parler du réchauffement climatique est plus un problème de gauche que de droite, sauf comme l'a dit Patrick, ceux qui ont de l'argent, mais oui, seront un peu plus à l'abri. Et puis j'ai été voir alors deux, trois études, et il y en a une qui m'a frappé, c'est une étude universitaire qui dit que d'ici l'an 2060, on risque d'avoir progressivement jusqu'à 25 000 milliards de dommages causés par le réchauffement climatique. J'ai vu une autre étude qui nous a dit que sur les 4 petits mois qu'on a eu de canicule mondiale l'année dernière entre le 1er mai et début août, le PIB de l'ensemble de la planète, du monde, a chuté de 0,6%. Sur 4 mois, le PIB mondial a chuté de 0,6%. Je trouvais ça assez impressionnant, celui qu'on est au début. En Chine, c'était pire. En Chine, visiblement, il a dû faire plus chaud, je ne sais pas pourquoi. Il a chuté de 1,6%, et dans les pays du nord de l'Europe, la Grèce ou l'Espagne, il a chuté de 1%. Donc, j'ai envie de demander à Yvan, bon, ici j'ai parlé un peu macroéconomique, mais revenons un peu sur terre. Est-ce que les entreprises, aujourd'hui, subissent déjà des conséquences et à quoi doivent-elles s'attendre dans les années à venir? D'abord, bonsoir à toutes et à tous, et désolé pour mon retard, j'étais retenu à d'autres
de joyeuseté, mais je suis content d'être parmi vous ce soir. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de gauche ou de droite. D'abord, je ne sais pas ce que veut exactement dire dans ce cadre-là la gauche et la droite. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on ne résoudra le problème qu'en impactant réellement le marché. Et donc, si impacter le marché est une politique de droite, alors on doit le faire avec une politique de droite. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de la stigmatisation qu'on peut avoir de l'un ou l'autre, en disant « toi, tu dois changer, ton comportement, il n'est pas très très bon », ou « toi, ton comportement, ça va ». Je pense que fondamentalement, et c'est ça le problème structurel dans lequel on est bloqué dans un système qui aujourd'hui avantage structurellement au niveau des entreprises ceux qui polluent. Produire en polluant coûte moins cher que produire en ne polluant pas. Il n'y a rien à faire, on peut danser sur sa tête, le pétrole est plus efficace et efficient que les panneaux photovoltaïques le seront même demain et après-demain. Et donc, je pense que globalement, produire de manière décarbonée coûte plus cher aujourd'hui que produire de manière carbonée. Et donc faire cette transition-là, si on n'adapte pas, moi je ne pense pas, bon, on sait bien, ça sera une discussion, si on n'adapte pas le coût en tenant compte des externalités, parce que la réalité, ça c'est quand on regarde juste le coût du pétrole, mais si on regarde les externalités, c'est-à-dire le coût sociétal qu'implique le fait de polluer, évidemment les choses changent. Parce que globalement, si on tient compte des conséquences du fait d'avoir pollué, donc si on intègre ce qu'on appelle les externalités, donc simplement le fait de polluer, là, la dynamique des chiffres change complètement. Et donc moi, selon moi, ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est plutôt que d'avantager celui qui va produire en polluant, on doit être sûr de recréer, de tenir compte de ces externalités et recréer un combat qui est plus juste et qui est plus équilibré. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'attaquerais plutôt le système que simplement l'individu en disant mais il faudrait tenir compte des externalités, il faudrait mettre en place une tarification carbone et considérer que quand on pollue, on doit simplement payer pour cette pollution. La tarification carbone, elle pourrait être évolutive. Alors il y a 3 piliers qui sont très importants et vous pouvez peut-être y revenir dans le cadre d'une tarification carbone. Le premier, c'est piloté par le prix, donc c'est vraiment de dire à partir du moment où vous polluez, il faut que vous payiez pour ça et progressivement faire augmenter ce coût de la pollution. Comme ça, on commencera par les choses les plus faciles, on va dire, à dépolluer, puis progressivement, on arrivera aux choses qui sont les plus chères. Ça nous évite de devoir faire une masse administrative, de tout réglementer, tout réguler, tout organiser. On met simplement dans le marché, qui lui est invisible à ces données-là, mais on lui dit, non, le marché doit tenir compte des conséquences globales de la société, sur la société, de la manière dont on fait. Ça, c'est le premier élément, c'est piloté par le prix. Le deuxième élément, c'est que je pense que c'est aussi la possibilité de générer du revenu, parce qu'une autre solution, c'est de dire, je ferme très rapidement toutes les approvisionnements, que ce soit en gaz ou en pétrole. Si vous faites ça, on a vu ce qui s'est passé quand la Russie a décidé à un moment donné de fermer les robinets. Là, le prix du gaz est passé de 30 € du mégawattheure à 300 € du mégawattheure, et il n'y a pas eu de manne qui a pu être redistribuée. Tandis que si vous faites une tarification carbone, évidemment la pollution génère des revenus, ces revenus devraient être placés dans un fonds spécifique dédié, et la totalité de cet argent doit être redistribuée en priorité vers ceux qui en ont le plus besoin. Même si on ne faisait que proportionnellement, notre proposition d'aller plus loin, mais même si on ne fait que proportionnellement, on sait que quelqu'un, premier décile, c'est plus ou moins 7 tonnes de CO2, sa consommation génère 7 tonnes de CO2, quelqu'un du dernier décile, donc les plus nantis, ça va jusqu'à 40 tonnes de CO2. Imaginons un CO2 à 100 € la tonne, il va payer 700, 7 fois 100, il va payer 40 fois 100, 4000, l'un plus l'autre, 4700, divisé par 2, 2350, si je ne me trompe pas. Si on redistribue ne fût-ce que 2350 à l'un et à l'autre, vous comprenez bien que celui qui a payé 700, il gagne, celui qui a payé 4000, il perd. Donc il y a déjà une certaine justice sociale. Si en plus vous soumettez ce revenu-là à l'impôt progressif, vous recréez de la justice sociale. Mais donc, piloter. 2, redistribuer en priorité vers ceux qui en ont le plus besoin, avec 2 critères principaux. Un critère de revenu parce qu'il est réel dans la capacité à s'adapter, on vient d'en parler, mais aussi un critère en fonction de l'endroit où les gens habitent. Parce que simplement, quand vous êtes rural ou urbain, vous n'avez pas la même capacité à vous adapter à la situation, il y a des réalités qui sont différentes. Et donc cet argent-là, l'avantage, quand ce n'est pas simplement... Parce qu'à un moment donné, on pourrait se dire, c'est comment il s'appelle l'action... les activistes qui vont aller fermer de force peut-être certaines raffineries, mais ça crée simplement une diminution de l'offre, donc géré par l'offre.
Vous savez, offre et demande. Si on diminue l'offre, la demande reste la même. Vous ne faites qu'augmenter le prix. Et ça, par contre, c'est capturé par ceux qui restent avec le solde de l'offre. Et ça ne peut pas être redistribué. Tandis que si vous faites une tarification carbone, vous avez cette manne d'argent qui peut être redistribuée. Et le troisième élément qui me semble vraiment essentiel, parce qu'on parle d'entreprise, et je reviens au début de mon raisonnement, c'est protéger. Donc piloter, redistribuer et protéger. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, pour faire une voiture Audi, il faut 8 tonnes de CO2, que vous êtes à une tonne de CO2 à 100 ou 150 euros, peu importe, ça fait 800 ou 1200 euros de coûts supplémentaires simplement pour tenir compte du fait que vous avez pollué, vous avez une responsabilité, vous devez payer cette responsabilité. Si en Turquie ou au Mexique, il n'y a pas cette tarification carbone, bien évidemment, vous serez 800 ou 1200 euros moins cher en Turquie ou au Mexique. Et le danger, c'est que si vous arrivez en compétition, ben, à force, sur le long terme, l'entreprise risque de se délocaliser, que ce soit au Mexique ou en Turquie, et vous n'avez strictement rien gagné, parce qu'en plus, on sait qu'aujourd'hui, ben, pour faire une tonne d'acier en Turquie, je ne sais pas quel est le taux en Turquie, mais probablement que vous n'avez en tout cas pas la maîtrise de savoir si elle va être faite de la manière la plus décarbonée possible. Donc vous avez perdu au niveau emploi, et vous avez perdu au niveau climat, parce que ce qui compte évidemment, ce ne sont pas nos émissions territoriales ici en Belgique, c'est globalement l'empreinte carbone qui est liée non seulement aux émissions territoriales, mais aussi aux émissions qui ont été nécessaires pour produire la voiture, le GSM, même si ça a été fait ailleurs. Et donc il ne faut pas se tromper de thermomètre. Le thermomètre ou l'objectif de l'Europe ou notre objectif à nous ne peut pas être de dire simplement il faut qu'on soit zéro émission en Europe, mais qu'on importe des produits qui ont été faits avec énormément de pollution. L'atmosphère est brassée en 24 heures. On n'a strictement rien gagné par rapport à ça. Et donc je pense que c'est dans toute la logique économique qu'on doit aujourd'hui tenir compte et que le marché est aveugle par rapport à ça, tenir compte de la réalité et des externalités pour le mettre dans le système économique, pour être sûr qu'on recrée au niveau de cette protection. Si la voiture arrive en Europe, qu'elle n'a pas été taxée au niveau du CO2, demain et après-demain, il faudra que quand elle arrive en Europe, on dise, ben non, c'était 8 tonnes à 150 euros en Europe, et bien tu dois payer l'équivalent, et que de nouveau cet argent puisse être redistribué, etc. Et recréer un level playing field ou une compétition, on va dire, loyale, pour veiller à ce que ce qui est imposé aujourd'hui comme norme à nos entreprises soit aussi imposé aux entreprises quand elles viennent faire compétition avec nos sociétés. Sinon, à un moment donné, on fait que la délocalisation. Donc voilà, je pense que ce qui est clé, en tout cas à mon sens, c'est non seulement de travailler sur les comportements, bien sûr, mais aussi changer le système. Parce que sinon, de manière systématique, si vous êtes moins cher, si celui qui fait du dumping, on va dire, environnemental, peut produire moins cher, in fine, l'entreprise étant, hélas, largement aveugle souvent, elle risquera de se délocaliser. Mais j'ai vu qu'il y avait des réactions. Il y a eu des débat. réactions, mais je crois que tu l'as convaincu par après, ou en tout cas partiellement. Et il a l'occasion de parler maintenant, parce que je crois qu'une des conséquences, pour rester dans le domaine un peu financier, une des conséquences du réchauffement climatique, c'est vraisemblablement une inflation qui sera peut-être pas maîtrisée. Je ne parle pas dans les années à venir, mais dans une 10, 15, 20 ans à venir. Cette inflation, elle va être alimentée par des pénuries, elle va être alimentée par une augmentation de la population à certains endroits avec les problèmes migratoires, et elle risque, moi je le croyais en tout cas, d'être alimentée par des problèmes de crise alimentaire. En discutant avec Patrick, il m'a un jour expliqué que non, il y a moyen d'éviter ces crises alimentaires et d'éviter ces véritables inflations dues à des pénuries alimentaires. Oui, et en fait, c'est en utilisant des outils de marché assez similaires à ceux que vous avez proposés. Évidemment qu'on a besoin des taxes carbone, et j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'adaptation aux frontières, ça existe, ça s'appelle le CBAM. Quel merveilleux acronyme, le CBAM, The Carbon Border Adjustment Mechanism, dont l'idée est que votre producteur turc ou chinois ou zambien, pourquoi pas, doit payer une taxe carbone qui correspond à ses émissions supplémentaires. Donc on travaille déjà là-dessus. Mais évidemment, ce serait plus simple si tout le monde se mettait d'accord sur la même taxe carbone, parce que définir le montant de cette adaptation, ça va être compliqué. Et c'est la même chose en agriculture. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut simplifier. Si vous avez une entreprise et que vous produisez, imaginez Volkswagen. Et imaginez Volkswagen qui travaille comme, je sais pas, comme la NASA. On dépense des milliards pour développer une Volkswagen Golf. Elle est là, elle est prête, on la teste, elle fonctionne bien. Génial. On la met en réserve
Et on dépense un nouveau milliard pour développer une Volkswagen Polo. On ne passe jamais à l'échelle. En fait, c'est ce que font les agences spatiales. Et c'est pour ça que SpaceX de Elon Musk a tellement raflé le marché, parce que lui, tout ce qu'il a fait, c'est mettre à l'échelle des choses qui devraient être mises à l'échelle. L'agriculture, c'est la même chose. Pour que quelque chose soit résilient, il faut qu'il y ait la biodiversité. C'est une des leçons de base de l'écologie. C'est pour ça que les forêts mixtes survivent mieux aux attaques d'insectes ou aux incendies que les plantations. C'est pour ça que les savanes avec plein de sortes d'herbes survivent mieux au feu que les pâturages améliorés. C'est pour ça qu'un océan dans lequel il y a plein d'espèces de poissons différents va mieux résister aux polluants qu'un océan dans lequel vous avez déjà retiré la moitié ou les 3/4 des poissons. Donc la biodiversité, c'est bien. Mais en agriculture, comme vous le savez tous, c'est plus simple de simplifier. On prend le plat de terre, on élimine tout, on met la plante qu'on a besoin, on la protège avec des pesticides et des herbicides, on lui donne ce qu'elle a besoin à manger avec de l'engrais, on lui donne de l'eau si elle en a besoin, et même de l'ombre si on a besoin aussi. On fait tout ça maintenant. Et ça peut marcher, vous produisez une très très grande quantité de produits standards que vous vendez. Malheureusement, c'est super mauvais pour le système hydrique, c'est super mauvais pour la pollution, c'est super mauvais pour la qualité des sols. Et les sols, c'est compliqué, c'est pas impossible à remplacer, mais c'est vraiment compliqué à remplacer quand vous les perdez. Vous avez l'érosion, vous avez les problèmes de perte de fertilité, les problèmes de perte de carbone. Et en plus, ce type d'agriculture met une quantité monstrueuse de carbone dans l'atmosphère. Le système, on pense tous à l'électricité et aux voitures, mais c'est le système alimentaire qui est la première source d'émissions sur la planète. Quelque chose comme entre 20 et 40%, ça dépend de comment vous comptez, des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture et à la manière dont nous nous nourrissons. Et non, ce n'est pas les pètes des vaches qui font la différence, c'est la manière dont nous gérons les sols agricoles. Et là, pourtant, il y a des solutions. Et ces solutions, ce sont des solutions de diversité. Alors, on ne peut pas tout transformer en un merveilleux petit parc de permaculture qui est géré avec amour par quelques épis, parce que ça ne peut pas se mettre à l'échelle. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on appelle de l'agroforesterie. L'agroforesterie, ça consiste à mélanger la forêt et les champs. Je vais vous donner un simple exemple. Imaginez que vous ayez 100 hectares de blé. Il y a de plus en plus de sécheresse, plus de blé, de tempêtes, plus de blé, de gel au mauvais moment, plus de blé. Vous avez besoin de dépenser de plus en plus en engrais et en pesticides pour protéger vos cultures. C'est la merde, vous perdez de l'argent. Le vent en particulier, en été, quand il fait chaud, ça vous tue la culture. L'évapotranspiration devient tellement forte que tout dessèche tout de suite. Rajoutez des coupe-vents, des rangées, disons du peuplier. Pourquoi le peuplier? Ça pousse vite, ça pousse droit et ça se vend facilement. Rajoutez des rangées de peuplier. Mettez-les tous les 24 mètres par exemple, parce que vous avez des machineries, une machinerie agricole qui fait 8 mètres de large, alors vous pouvez faire 3 fois le tour avant de passer à la rangée suivante. Mais vous allez avoir une augmentation de productivité de près de 40% juste en faisant ça. Parce que les cultures vont aider les arbres à pousser. Pourquoi? Parce que les racines de blé, c'est très 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 dense, donc les racines d'arbres vont devoir aller plus profondément, ce qui veut dire que ces racines sont mieux protégées contre des sécheresses temporaires que des arbres dont les racines sont immédiatement au niveau de la surface. Les arbres protègent les cultures parce qu'en leur donnant un peu d'ombre, en diminuant la vitesse du vent, en aidant l'eau à rentrer dans le sol plutôt qu'à filer dans la rivière quand il pleut, donc en ayant plus d'humidité sur place. Et ces effets, quand on les met ensemble, il y a aussi des effets sur l'impact des maladies et des pestes, c'est moins spectaculaire. Mais quand on rajoute tout ça ensemble, là, ici en Belgique, simplement en mélangeant des peupliers et du blé, paf, ça nous fait 40% de production en plus. Ça, c'est en Belgique. En Belgique, pendant 6 mois de l'année, comme vous le savez malheureusement trop bien, il fait gris, il pleut et rien ne pousse. Imaginez que vous êtes dans les tropiques maintenant. Dans les tropiques, ce type de mélange, ça peut vous faire des taux d'augmentation de productivité de 3 à 400%. Nous avons des exemples dans l'état de Pará, dans le nord-est du Brésil, des projets sur lesquels nous travaillons, où ils font de l'huile de palme, comme tout le monde, mais il y a seulement un arbre sur 10 qui est de l'huile de palme. La production d'huile par hectare est presque aussi élevée que dans tout ce qui est environnant, malgré qu'il n'y ait que 10% des arbres qui sont des palmiers à huile. Mais tout le reste, c'est du café, c'est du cacao, c'est de la chai, c'est du bois d'œuvre. Quand les plants sont jeunes, c'est des légumes. Et le revenu financier est d'à peu près 400% de celui des voisins. Parce qu'en plus, il ne faut pas de pesticides, il ne faut pas d'engrais. Ce type de système fonctionne super bien. Alors, tu me demanderas pourquoi il ne se répand pas. Deux problèmes. Le premier, c'est, si vous êtes à Pará,
Le gars qui vient avec son camion, il est habitué à acheter des fruits de palmier à huile, rien d'autre. Vous êtes là avec vos bananes et votre café, il ne sait pas quoi en faire. Les fermes diversifiées sont des fermes qui ont plus de trucs à vendre en moins grande quantité, ce qui rend les coûts de collection, de traitement, de transformation et de mise en vente plus élevés. Un problème de business. Le deuxième problème auquel vous faites face, c'est que, franchement, pour faire 100 hectares de blé en standard, il suffit de lire les instructions sur l'engrais, sur les semences, sur les pesticides, d'appuyer sur un bouton sur le tracteur qui est maintenant dirigé par un GPS, de mettre sa playlist favorite sur Spotify et de regarder un film sur Netflix pendant que le tracteur fait tout seul. Il ne faut pas réfléchir pour faire ce type d'agriculture-là. Par contre, pour faire une agriculture mixte, pour savoir quel arbre mettre, comment le traiter, comment faire attention que l'arbre n'envahit pas trop les cultures, que les cultures ne vont pas tuer l'arbre, etc., 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 ça demande de la réflexion, ça demande du savoir-faire. Et vous avez exactement la même chose dans la production du bétail. La manière standard dont on fait du bétail en Belgique, c'est le blanc-bleu belge. Le blanc-bleu belge, c'est des grosses vaches qui font 1000-1100 kilos, qui sont tellement hypertrophiées qu'elles ont besoin de césariennes pour que les veaux naissent. Ça coûte une fortune parce qu'on a besoin de vétérinaires tout le temps, il faut les mettre dans des étables pendant l'hiver, il faut leur donner des suppléments alimentaires. Et pourtant, la vaste majorité des producteurs de bœuf font pousser ce truc-là. Moi, mon bœuf, il vient d'où? Il vient de Bertry. Il y a un mec là qui fait des Highland Cattle. C'est des petites vaches qui font 250 à 300 kilos, elles sont dehors toute l'année, elles n'ont jamais besoin de vétérinaires, elles n'ont jamais besoin d'engrais, elles n'ont jamais besoin... Et en plus, les terres sur lesquelles ils travaillent, ce sont ces terres de mauvaise qualité dont les paysans ne veulent pas. Ils les transforment en terres à très haute valeur de biodiversité, qu'il fait alors déclarer comme réserve naturelle par la région Wallonne. La région Wallonne paye alors pour entretenir ses propres terres comme réserve naturelle avec ses propres vaches. C'est un super business model. Mais ça aussi, ça demande une réflexion et un travail qui dépasse simplement acheter le truc standard et faire le truc standard comme tout le monde. Et là, nous avons un problème. Parce que nous vivons à l'ère du néolibéralisme. Et le néolibéralisme, dans les années 80, a décidé que le conseil agricole, ça c'était un machin qui ne devait pas être financé par l'État. Le conseil agricole, ça peut être super bien financé par les marchands d'agro-industriels. Par Monsanto, par Syngenta, par John Deere, par Cargill. Tous ces gens-là vont vous donner du conseil à tous les paysans. Maintenant, vous avez parlé aux fermiers, vous avez parlé aux paysans, que vous avez 2000 hectares ou vous avez 1000 hectares. Ils vous disent tous la même chose. Je veux du conseil indépendant. Je veux du conseil de gestion. Je veux du conseil de gestion agro-écosystémique, pas du conseil de gestion financière, du conseil de gestion chimique ou du conseil de gestion génétique. Je veux du conseil de gestion holistique. Et ça n'existe pratiquement nulle part. Ça n'existe plus pratiquement nulle part. Là, de nouveau, c'est une fonction régalienne dont l'État devrait s'occuper. C'est un peu tout le problème de la PAC. Mais bon, tu t'occuperas de la PAC plus tard. Non, mais juste par rapport à ça, je pense que c'est très vrai. Il ne faut pas me regarder quand on dit le mot néolibéral. Moi, je ne suis pas de la tournure néolibérale. Au contraire, je pense qu'on doit passer outre ça. Je rajouterais, et c'est vrai que c'est ce qui est vécu par les agriculteurs aujourd'hui, d'avoir besoin de conseils indépendants. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui donnent du conseil sont partie prenante et on a un intérêt dans la vente de produits et c'est une demande des agriculteurs d'avoir la possibilité d'avoir de l'accompagnement indépendant et autonome. Et l'autre demande, parce que si c'était aussi facile que ça, il suffisait de ça, ça serait quand même très, très chouette, mais la réalité c'est que faire une transition aussi d'un mode d'agriculture vers un autre mode d'agriculture, ça demande du temps et il y a une phase de transition qui est très compliquée. Et en fait aujourd'hui quand vous parlez avec ces fermiers, parce que moi j'ai dans les fermes à peu près toutes les semaines maintenant, ils vous disent ouais, j'ai essayé et après 1 an ou 2, j'étais dans les problèmes. Et en fait, il faudrait aussi, ça fait aussi partie de notre programme, donc non seulement les audits et le soutien indépendant fait partie de notre programme, mais aussi ça, c'est qu'il y a une phase de transition qu'on estime au moins à 3 ans par rapport à laquelle il faut un accompagnement réel de l'agriculteur, y compris en lui garantissant un revenu minimum. Parce qu'aujourd'hui, cette phase de transition-là, pour régénérer votre terre, alors quand même, il y a moyen de la régénérer, parce que j'étais encore chez un agriculteur récemment, et on voit tout de suite le gars qui vous dit, la première chose qu'il vous montre, c'est pas ses bêtes, mais c'est il met un coup de bêche, et oui, t'as vu un peu le nombre de vers de terre qu'il y a dans cette motte. Ça, c'est le gars qui a compris que son capital réel, il est dans la terre, mais ça ne se fait pas en 1 an, en 2 ans, 3 ans, il doit y avoir un accompagnement, une certitude. Alors chez certains, ça va très bien, et ça ne pose pas de problème. Mais je pense que notre rôle dans cette transition-là, c'est de l'accompagner. Ça fait aussi partie de notre programme de garantir
une capacité, un accompagnement dans cette transition. Une fois que la machine est relancée, qu'on a besoin de moins d'intrants et qu'on perd moins de marge dans les intrants parce qu'on sait que cet intrant coûte excessivement cher, qu'on retrouve de la marge au niveau de l'aval de la chaîne de valeur en valorisant mieux ses produits, à ce moment-là, on peut retrouver un business model qui fonctionne. Mais il y a une phase de transition qui est difficile et par rapport à laquelle il faut absolument accompagner l'agriculteur. Sinon, à un moment donné, il fait demi-tour, il a commencé, il a mis un pied, l'eau est un peu froide, il fait demi-tour. Donc je pense que là, il y a vraiment un travail de fond qui doit être fait en complémentarité à ce que vous avez dit. Je reviens sur le CIBAM. Je connais évidemment le CIBAM, ça fait l'objet de mon bouquin, vous avez vu mon bouquin, auto-promo. Je sais évidemment ce qu'est le CIBAM. La réalité du CIBAM aujourd'hui, c'est que c'est un gruyère. Alors c'est merveilleux, parce que pour la première fois depuis 40 ans, on a justement inversé la logique du néolibéralisme. Pour la première fois en 40 ans, on a dit, mais il y a un truc qui est tellement important, là, le climat, qu'on va dire que le climat prime sur le libre-échange. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose au-delà du climat. Je pense que c'est un changement de paradigme qui pourrait être utile pour beaucoup de choses. Pour moi, le climat, alors c'est peut-être parce que je suis entrepreneur à la base, mais pour le climat est une opportunité incroyable, parce qu'elle est tellement dangereuse qu'on va peut-être réussir à renverser ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, ce sur quoi on a été formaté pendant 40 ans, c'est-à-dire de dire le libre-échange avant tout. Pour la première fois, on va tenir compte des externalités, et on a la capacité, même au sein de la Commission européenne, qui a été la plus grande avocate du libre-échange, la Commission européenne dit, ouais, libre-échange, mais peut-être juste échange. Vous pourriez juste retenir un mot pour essayer d'illustrer ce que moi j'essaie de défendre dans le programme, c'est de passer du libre-échange au juste échange. Et si on estime que ne pas avoir d'atrazine, je vous donne un autre exemple, l'atrazine c'est un de ces herbicides cancérigène, qui crée des malformations chez les nouveau-nés, qui est interdit en Europe depuis 20 ans. On est tous d'accord, là, il n'y a même pas de débat sur savoir s'il est mauvais ou pas mauvais, comme sur d'autres herbicides. On l'interdit en Europe, et dans le même temps, on fait un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui continue à utiliser de l'atrazine, on importe ces produits et on les consomme. Et aujourd'hui, c'est là qu'on se rend compte. Alors, il y a deux solutions. Ou bien on se dit, c'est pas grave, tout compte fait, on va faire de l'atrazine. Ou bien on se dit, non, en fait, c'est quand même, on a décidé que c'était mauvais pour notre santé, et donc on n'importe plus les produits qui sont faits avec ce même produit venant d'ailleurs. Et donc on assume une limitation au libre-échange en disant non, ce qu'on estime être juste, c'est que l'atrazine ne peut pas être utilisée pour la création de terres, dans l'utilisation de terres agricoles. Et donc on met une barrière. Pas du protectionnisme, parce que le protectionnisme c'est quoi? C'est se créer un avantage compétitif par rapport aux autres en protégeant ou en faisant du dumping, comme les Chinois le font sur la voiture électrique aujourd'hui, on peut y revenir plus tard. Ici, c'est simplement dire, je crois en quelque chose. Je crois en ce standard sanitaire, je prends cet exemple-là, mais comme je prenais tout à l'heure l'exemple sur la tarification carbone, je crois en ce standard sanitaire-là, et donc j'impose quelque part aux autres de le respecter. Or, ce n'est pas sur ce principe-là qu'a été construite toute la mondialisation. La mondialisation a été construite sur un principe, qui est la valeur dans le pays d'origine. Donc c'est en fonction du pays d'origine du bien qu'on détermine est-ce que l'atrazine est bien ou pas. Si le pays d'origine dit « moi je m'en fous de l'atrazine », en principe, selon l'OMC, vous ne pouvez pas mettre une barrière pour dire « ce produit-là rentre pas chez moi ». Et ça, c'est le paradigme qu'il faut absolument changer. Et c'est pour ça que le défi climatique, selon moi, est hyper important, parce que c'est le début de ce fil. Parce qu'au-devant le défi climatique, on arrivera peut-être, la Commission européenne a commencé sur le principe du CIBAM, du mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, elle a commencé à venir avec un autre paradigme, qui était un paradigme de dire non, quand je décide que quelque chose est important, je reprends ma capacité politique de faire des choix politiques. Parce que la main invisible du marché est aveugle et qu'il est temps de la remplacer par remplacer par notre capacité à poser des choix positifs, à imposer des standards qui sont environnementaux, sociaux ou sanitaires. Sanitaires avec l'exemple de l'atrazine, environnementaux avec l'exemple de la tarification carbone. Mais pour aller jusqu'au bout de pourquoi je vous dis que c'est un gruyère, donc le CIBAM ne s'applique qu'à l'acier, mais pas à l'échelle en acier. Donc, pour faire simple, si en Chine, vous produisez l'acier et que vous voulez rentrer avec votre acier en Europe, on va vous dire non, il faut payer le CIBAM, il faut payer le même prix que sur la tonne d'acier qui a été faite en Europe. Si par contre vous transformez cet acier en échelle en acier ou en voiture, vous arrivez en Europe et on vous dit vous pouvez rentrer. Et donc vous avez bien compris que tant qu'on ne va pas jusqu'au bout de la logique, donc la logique, les principes sont là et c'est très bien, mais tant qu'on ne va pas jusqu'au bout de ces principes, non seulement l'usine d'acier va se délocaliser en Chine,
Mais l'usine de bagnole, parce qu'on va se délocaliser en Chine, et l'usine d'échelle va se délocaliser en Chine. Et c'est ce qui est en train de se passer globalement si on regarde de point de vue très macro. Les courbes d'émissions territoriales diminuent en Europe, mais les courbes d'émissions qui sont liées aux biens que l'on importe et aux émissions qui ont été produites pour ces biens que l'on importe augmentent, et le total bouge relativement peu. Donc d'un point de vue macro, aujourd'hui ceux qui disent pause, retenez juste ça, moi je ne crois pas une seconde au principe de pause. Faire une pause aujourd'hui, c'est prendre votre dinky, aller au milieu de la rivière qui est un torrent et vous dire moi je vais m'arrêter ici, c'est une zone safe. Non, aujourd'hui, la réalité c'est ou bien on ira jusqu'au bout de compléter les 3 piliers dont je vous ai parlé, donc y compris les piliers protection, donc avoir un CBAM qui est beaucoup plus large et qui protège réellement, ou bien, je suis prêt à parier, et c'est vraiment pas du tout mon désir, on fera demi-tour, on abandonnera la tarification carbone, et honnêtement, on abandonnera l'ambition énergétique, enfin climatique, et on devrait mettre tout notre argent plutôt sur la résilience, ce que je ne souhaite absolument pas. Mais rester au milieu aujourd'hui, c'est juste mourir un peu plus lentement, mais c'est une certitude de mourir. Donc moi, je ne veux pas mourir économiquement parlant, je suis pas sûr, on va pas tous mourir tout de suite, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette logique. On ne peut pas faire à moitié cette transition. On doit aller jusqu'au bout de cette logique de dire, ben donc, si on pense que c'est important de tenir compte de la pollution, du coût de la pollution, on doit aller jusqu'au bout de la protéger correctement et on ne doit pas laisser les portes ouvertes pour que d'autres puissent en profiter. Si on pense que c'est important de ne pas manger d'atrazine, on doit aller jusqu'au bout de ça. Si on pense, je vais aller un peu plus loin, puis après je m'arrête, si on pense que c'est important que les biens que l'on consomme ne soient pas fabriqués par des gens qui sont payés en dessous du seuil de pauvreté, je pense qu'on devrait assumer d'avoir un juste échange, d'avoir un mécanisme d'ajustement social à la frontière. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui au Bangladesh, quand Shein fait vos vêtements, le salaire minimum pour atteindre le seuil d'extrême pauvreté, c'est 3,64$ par jour, et les gens qui le fabriquent sont payés 2,50$. Eh bien, moi j'estime, j'espère que demain, grâce à cette logique et ce changement de paradigme que l'on aura au niveau climatique, on dira aussi, non monsieur, je suis désolé, si la personne n'a pas été payée 3,64$, je ne demande pas quel est le même salaire qu'en Belgique, je demande juste quel est le salaire d'extrême pauvreté du pays. Si elle n'a pas été payée 3,64$, ce bien-là ne rentre pas sans taxation chez nous, je vous demande de payer 3,64$, et à défaut, je prends la différence entre 2,50$ et 3,64$, 1,14$, je le mets dans un fonds et je le réinvestis en coopération développement. Évidemment, très vite, l'objectif étant que le fabricant augmente ses salaires. Et là, on rentre de nouveau dans une logique qui me semble plus vertueuse au niveau de la mondialisation, où on assume en tout cas des choix. Moi, mon choix, et peut-être que ça aura un impact sur le nombre de t-shirts que j'arriverai à acheter, quoique ce $14, je ne pense pas qu'in fine, c'est ça qui fasse une différence énorme, mais je fais le choix de dire, nous estimons que chaque personne qui travaille doit au moins avoir un toit, avoir à manger et pouvoir un minimum se chauffer. Donc ce seuil, au moins d'extrême pauvreté, c'est le minimum que l'on assume pour les choses que l'on achète ici. Et ça, pour moi, c'est le rôle aussi de l'État. Donc pour moi, l'État, c'est quoi? C'est lui qui fixe les règles, c'est pas lui le joueur, mais il doit fixer des règles, et il a le droit de fixer des règles, et il a le devoir d'assumer les choses auxquelles il croit fondamentalement et de les imposer. Et ça, on a perdu. On a perdu cette capacité-là en mondialisant les échanges. On a déterritorialisé les échanges, on les a rendus mondiaux, mais on n'a pas créé d'instance qui dit ben non, moi je pense que ça pour la santé c'est mauvais, non, moi je pense que ça c'est le minimum social que l'on assume. Et ça c'est une erreur systémique, alors il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut revenir, mais ça c'est une erreur systémique qui aujourd'hui, tant au niveau climatique qu'au niveau social et au niveau sanitaire, nous emmène dans une dynamique qui est négative. Et voilà. Moi je voulais juste insister 2 secondes là-dessus parce que je suis vraiment convaincu que c'est un des éléments clés que l'on doit changer et que le réchauffement climatique est peut-être tellement grave qu'on va réussir à changer. Et donc moi j'ai envie de passer un message positif, c'est que grâce au réchauffement climatique, on va avoir un monde, mais qui peut être meilleur, honnêtement qui peut être meilleur parce qu'il a plus de sens. Je voudrais juste que si tu peux dire un petit mot encore. Une des grandes critiques qu'on entend à gauche et à droite quand on parle du climat, c'est que ça va coûter un pognon fou. Ça va coûter un pognon fou, ça va coûter de l'argent à l'État, mais ça va coûter de l'argent aux citoyens. Je crois que tu as une solution là-dessus, si tu peux la faire assez courte, s'il y a moyen. C'est mon fort, c'est mon fort. Non, j'ai pas une solution. Je vous dis simplement qu'il y a une
si on fait une tarification carbone, il y a le deuxième pilier qui est le pilier de la redistribution, qui est le pilier qui nous permet d'accompagner. La réalité que les politiques n'osent pas dire, c'est que c'est vrai qu'on va changer de mode de consommation. Alors moi, je ne parle pas du PIB, parce que les mêmes que Timothée Paric et les autres qui parlent de décroissance vous parlent en même temps du fait que le PIB n'est pas le bon indicateur. Moi, je crois que le PIB pourrait exploser grâce aux formidables inondations, feux de forêt qu'on va avoir, etc., etc. Ça n'a aucun sens. Donc, je ne pense pas que le PIB, donc je ne parle pas de décroissance dans ce cadre-là, je parle juste de décroissance énergétique. On devra changer notre mode de comportement, mais je ne crois pas qu'on se retrouvera avec un paille dans la forêt. Donc, la réalité, c'est que ça va quand même augmenter, le coût va quand même augmenter. Et on va réorienter une partie de notre consommation vers d'autres choses qui ont plus de sens. C'est pour ça que je disais, et je suis convaincu, qu'on peut aller vers un monde qui a plus de sens, avec plus de liens, plus d'humains, plus peut-être de temps, et peut-être un tout petit peu moins de quantité et de biens. Un peu plus de liens, un peu moins de biens. Et je pense que ça a aussi du sens. Parce qu'on le voit quand on a cru pendant tout un temps que l'accumulation de biens matériels allait nous donner le bonheur. Force est de constater qu'on a 500 000 malades aujourd'hui, et un nombre de personnes qui utilisent des médicaments pour la dépression, le burn-out, etc., qui explose. Et donc je ne pense pas que ça soit le bon modèle de société. Donc je pense que oui, il y a moyen de réorienter, il faut accompagner, et je pense que c'est le plus grave en fait. C'est d'avoir une ambition très très forte sans se donner les moyens de réussir. C'est pour ça qu'avec une tarification carbone, on peut y aider. C'est pour ça qu'il faudrait une politique sociale à côté de la politique climatique. Parce que dire juste on va faire 100%, mais pas se donner les moyens d'infrastructure, pas se donner les moyens de ça ne fonctionne pas. Et mon dernier point, puis après j'arrête notre long, je suis désolé. Mon dernier point, c'est que par contre, si vous regardez la vision bilan terme, je suis désolé, je vais nouveau être un peu économiste, si vous regardez la vision bilan terme de l'Europe ou de la Belgique, en réalité, on a une dette, on devrait avoir, s'il y avait un auditeur, l'auditeur viendrait chez vous, j'ai beaucoup d'auditeurs dans mes entreprises, et vous avez ici un coût qui est certain. Parce qu'aujourd'hui, on est certain qu'il va y avoir un coût lié au réchauffement climatique. Et plus on avance, plus le réchauffement arrive, plus on sait que ça va arriver. Et donc, vous devez le provisionner, monsieur. Ça doit se retrouver dans votre bilan comme dette future. Et donc, moi, ma position, c'est de dire qu'on doit remplacer cette dette future, plutôt que de garder et d'attendre de subir les conséquences du réchauffement climatique, on devrait remplacer cette dette future par une dette financière aujourd'hui, qu'on peut parquer au niveau européen ou ailleurs, peu importe, mais qui n'a pas d'impact sur le bilan réel de notre situation économique, et donc on peut financer avec la même crédibilité de l'Europe et de l'État, parce que c'est toujours ça la question de la monnaie, c'est toujours une question de crédibilité. Donc vous remplacez une dette future, donc des conséquences futures, par de l'argent aujourd'hui qui est investi intelligemment dans ce qui permet réellement d'éviter le réchauffement futur. Donc on n'utilise pas ça pour refaire les remparts de la citadelle de Mons ou je ne sais trop quoi, comme avec le plan de résilience. On l'utilise vraiment pour avoir une vraie transition, pour être capable de diminuer ses coûts. Si on est capable de diminuer ses coûts, l'argent qui est compensé l'un par l'autre, on n'aggrave pas la situation. Et donc on peut mettre de l'argent et les milliards d'euros dont on va absolument avoir besoin, on peut les créer à condition qu'ils soient utilisés pour ça. Et en parallèle, si on veut être crédible, là ça n'a plus rien à voir avec le climat, il faut diminuer nos dépenses courantes et remettre la trajectoire par contre des dépenses courantes et classiques sur une trajectoire beaucoup plus correcte, parce qu'aujourd'hui on est vraiment face à un problème très important à ce niveau-là, mais ça sort du débat. Voilà, on a commencé la conférence avec l'exemple de Göteborg. C'est clair qu'il faut, quand on est gestionnaire d'une ville, il faut un petit peu voir ce qui se passe ailleurs. Et j'ai dessus été voir, après Göteborg, j'ai été voir ce qui se passait en France, en Île-de-France. L'Île-de-France est évidemment beaucoup plus importante, beaucoup plus dense, beaucoup plus grande et étendue que la région bruxelloise. Mais on peut peut-être s'inspirer de quelque chose. Et ils ont, un des projets, c'était de créer des biorégions. Alors, tu m'as dit que tu n'étais pas spécialisé des biorégions, mais tu peux peut-être me dire ce que tu en penses et si tu crois qu'il y a quelque chose à faire sur le 16. Oui, merci Benoît. J'ai été jeter un coup d'œil au document que tu m'as envoyé. En gros, une biorégion, ce n'est pas une idée idiote. Une biorégion, ça veut dire de concevoir un tissu social et économique en fonction de ce que l'écosystème local peut supporter ou peut générer. Donc imaginez un bassin versant, par exemple. Ça pourrait être une biorégion. Par contre, là où ça va trop loin, c'est dans cette espèce de rêve de résoudre les problèmes de changement climatique et les problèmes de perte de biodiversité, de perte de sens, en se repliant sur sa biorégion, en se repliant sur soi. On va avoir son petit potager, on va avoir son petit verger, et on va échanger avec les voisins, et tout va être beau dans le meilleur des mondes, parce qu'il y aura
la pluie qu'il faut tous les jours, et puis il y aura des arcs-en-ciel et des licornes, et ce sera magnifique. Le monde, il ne fonctionne pas comme ça. Au contraire, dans un monde, déjà, oui, il faut investir beaucoup plus dans la résilience, il faut investir beaucoup plus dans les changements, dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire, dans l'électrification de toute l'industrie, mais ça ne va pas être assez. Hein. On a déjà mis assez de chaleur dans le système pour que... un bon conseil, si vous avez un appartement à la mer, ne le gardez pas trop longtemps. Revendez-le à quelqu'un qui ne sent pas compte ce qui va arriver. Et ça, on le voit déjà. Miami, le marché de l'assurance maison a disparu. Vous ne pouvez plus assurer une maison ou un appartement à Miami, c'est impossible. Simplement parce que la subsidence des terres et l'augmentation du niveau des mers est tellement rapide qu'il n'y a plus moyen de gagner de l'argent avec ça. C'est un crash complet. Et ce crash-là, vous allez l'avoir dans toutes les zones côtières de la planète. Dans certaines régions plus rapidement, comme à Miami, dans d'autres régions moins vite, parce que la Terre, c'est quand même un truc bizarre et compliqué. Hein. Vous croyez que si la mer monte de 20 cm, elle monte de 20 cm partout sur la planète? Que nenni! Elle va monter moins vite, par exemple en Scandinavie. Pourquoi? Parce que le glacier du Groenland fond, c'est super lourd un glacier. Quand ça fond, la terre qui est en dessous va se lever. Et donc paradoxalement, aux environs du Groenland et en Norvège, le niveau de l'océan va baisser. Tandis qu'au niveau de la côte est des États-Unis, en particulier de la Floride, pour toute une série de raisons, ça va monter très vite. Donc nous allons avoir tous ces coups-là. Et en plus de ça, nous allons avoir des chocs répétés dans notre système agricole. Moi, ce qui me fait vraiment peur, la première conséquence vraiment néfaste du changement climatique, et ça pourrait nous arriver dans 5 ans, dans 10 ans ou même l'année prochaine, c'est qu'il y ait des catastrophes dans tous les grands bassins productifs de la planète en même temps. L'Ukraine, le Midwest américain, le Cerrado brésilien, les Pampas argentins, l'Artois en France, pour être un peu plus près de chez nous, l'ouest de l'Australie, l'Inde, la Chine. S'il y a des grosses sécheresses ou des grosses inondations dans toutes ces zones-là en même temps, le coût de la nourriture va s'envoler. Et là, vous allez avoir des famines dans les pays pauvres. Et ça peut commencer. Mais les famines sont une question politique aussi. Hein. Ce n'est pas simplement le fait que le changement climatique. Pensez à la quantité de maïs qu'on est en train de faire pousser pour le transformer en éthanol pour mettre dans nos voitures. Ou la quantité d'huile de palme qu'on est en train de faire pousser pour mettre du biodiesel dans vos voitures. C'est fou, mais au moins c'est le truc qu'on peut manger. Si le prix de la nourriture augmente suffisamment, on peut mettre ce maïs, on peut mettre cette huile de palme sur le marché de la nourriture humaine plutôt que sur le marché des biocarburants. Donc il y a du gras dans le système. Mais on doit profiter de ce gras pour nous adapter et nous préparer. Je crois que c'était vraiment le sens de votre message. Et oui, il y a plein de petits détails, parce que comme on dit en anglais, the devil is in the details. Le CBAM, par exemple, oui, il faut voir, parce que pourquoi l'acier et pas l'échelle, pourquoi l'acier et pas la voiture. Mais ça peut être utilisé pour faire du protectionnisme caché. Par exemple, le European Food Safety Authority. Je peux vous introduire à des entrepreneurs amis à moi au Mali et au Niger qui peuvent nous rapporter des vertes et des palmures. C'est la manière dont l'Europe protège sa santé, mais surtout son marché d'autres producteurs. Donc, ça veut dire que même si nous n'avons pas un problème comme ça au niveau de la planète, nous allons très certainement l'avoir à des endroits particuliers. Nous l'avons déjà eu en Europe. Des chutes de production à cause de la sécheresse ou quoi que ce soit. Alors, si vous êtes dans une petite biorégion et que soudainement il n'y a plus de pluie, il n'y a plus d'arc-en-ciel, et que les récoltes n'ont pas fonctionné, ben, il va falloir les acheter ailleurs, cette nourriture. Il va falloir échanger avec l'extérieur. Et ces échanges avec l'extérieur sont un outil d'adaptation extraordinairement puissant qui va nous aider à nous, et quand je dis nous, je parle de nous humains, pas nous belges, à nous adapter au changement climatique qui est inéluctable. Même si on arrête d'émettre de main, le changement climatique il est déjà là, on le voit tous. Et ces échanges globaux sont à encourager au contraire. Oui, il faut faire attention à ne pas importer de la pollution, à ne pas importer de l'esclavagisme, à ne pas importer du carbone en faisant ça. Mais en les utilisant de manière intelligente, nous pouvons les utiliser comme une politique d'assurance merveilleuse pour isoler presque toute la planète des conséquences du changement climatique qui a déjà eu lieu. Quelle bonne nouvelle. Tout ce qu'on a raconté, et surtout ce que Sylvain a raconté là tout à l'heure, demande de l'eau. L'eau est quand même une denrée qui
rare. Alors Bruxelles a fait un plan, comme j'imagine d'autres villes aussi. Je sais que tu n'es pas un spécialiste de la région bruxelloise, mais le plan, le PGE, comme on dit, de bruxelloise qui vient d'être sorti, pourquoi en faut-il un? Est-il adapté? Avec un plan comme tu viens pour Vibus, les végétaliser, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Alors, du coup, je me suis informé, hein, j'ai quand même été voir ce que disait ce plan. Et bon, la gestion de l'eau, bon, vous le savez tous, c'est déjà à l'échelle peut-être de votre jardin, de votre quartier. Vous voyez déjà que c'est un enjeu. Hein. Souvent, quand on a un potager, on essaye de créer des réserves d'eau de pluie quelque part, que ce soit des petits bidons ou des citernes d'eau de pluie. Maintenant, ça devient obligatoire, en tout cas, c'est obligatoire pour pas mal de constructions. Et donc la gestion de l'eau, c'est extrêmement sensible, puisque comme on l'a dit ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de nourriture. Donc l'eau, c'est vital, surtout dans les villes où finalement l'accès à l'eau, dans les villes, on a tendance à vouloir l'évacuer le plus vite possible. En agriculture, on a envie de la retenir le plus possible sans que ce soit de trop. Et donc il y a une sorte d'antagonisme là à gérer et c'est pas évident. Alors dans le plan de gestion de l'eau qui a été fait, évidemment, c'est lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cette surface bâtie, non bâtie. Donc, comme je l'ai dit, Bruxelles, c'est 53% de surface bâtie. C'est une surface bâtie qui a augmenté d'environ 10% en 10 ans. Donc, c'est assez conséquent. Hein. On s'est rendu compte que, quand même, on urbanisait énormément, on minéralisait énormément le sol. Et donc, ce plan de gestion de l'eau sert essentiellement à deux choses. Premièrement, mieux gérer les événements extrêmes, qui sont les sécheresses et les inondations. Donc en allant soit stocker l'eau quelque part ou justement l'évacuer, et d'un autre côté, ça permet de gérer la qualité de l'eau, puisque vous devez boire de l'eau aussi. Alors il y a l'eau en bouteille qu'on peut acheter, qui vient peut-être de loin. Il y a l'eau du robinet qu'on utilise pour cuisiner. Et cette eau-là, c'est une eau qui doit être de qualité. Vous l'utilisez pas pour cuisiner? Pour boire aussi. Pour boire aussi. Pas la bouteille. Mais voilà, moi je préfère boire de l'eau du robinet. Mais donc voilà, donc on doit fournir de l'eau de qualité, sans polluants, etc. Et donc cette eau-là, tout l'enjeu est de la gérer. Alors, les grandes lignes du plan de l'eau, hein, en fait, c'est que évidemment, quand il pleut, on doit gérer l'eau à l'endroit où elle tombe. Il faut être clair. Si une goutte d'eau tombe à un endroit, elle doit rester le plus longtemps possible à cet endroit-là et non pas être évacuée le plus loin possible. Puisque si on l'évacue directement, on va saturer rapidement des réseaux d'égouttage. Et donc, c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en ramenant aussi des éléments de nature en ville, des écosystèmes, vous connaissez les écosystèmes, hein, Bruxelles, vous le connaissez sûrement très bien, c'était des marais ici. On accumulait l'eau partout. L'eau c'était vraiment un centre avec des forêts, des marécages, et donc ici c'était vraiment des zones de stagnation d'eau intense, c'était une éponge qui permettait de stocker l'eau. Ça veut dire qu'en reproduisant à certains endroits à Bruxelles des milieux similaires, on va pouvoir stocker l'eau, la faire pénétrer dans le sol lentement et la réutiliser peut-être plus tard lorsqu'elle est dans les nappes pour les pomper, pour donner de l'eau. Donc ce plan-là, d'un côté, va permettre justement de mieux gérer cette utilisation de l'eau. Et au niveau de la sécheresse, ça c'est assez clair, c'est qu'un environnement sec, c'est un environnement qui aussi donne des sensations de chaleur supplémentaires. Et donc c'est pareil, c'est qu'en associant l'utilisation de l'eau, les différents éléments de végétation, des milieux, des fossés, des noues, on parle beaucoup maintenant de noues paysagères. Donc une noue, c'est en fait un fossé qu'on vient végétaliser, qui va permettre d'infiltrer l'eau de manière extrêmement lente pour justement évacuer l'eau d'une certaine manière, mais en même temps la faire infiltrer, donc ralentir le moment, le temps entre le moment où elle arrive sur un toit et elle arrive à son endroit final. Donc ça va éviter à tous les systèmes d'égouttage de saturer. Alors, moi je trouve que ce plan est relativement clair, hein. J'ai regardé un petit peu. Je pense que c'est extrêmement important en tout cas de mettre un focus sur l'eau. Ça c'est une très bonne idée. En région wallonne, c'est pas très clair, hein, cette gestion de l'eau. En tout cas,
c'est assez dissocié en fonction des communes, on a des règlements différents, etc. Je trouve que c'est bien justement d'avoir ce plan qui est finalement un outil un peu ciment entre ce qu'on pourrait faire au niveau de l'eau, avoir des règles similaires, avoir des consortiums, sachant que tout le monde va devoir faire un effort pour l'eau, pour irriguer, pour pouvoir aussi vivre correctement, continuer à avoir des espaces verts de qualité, puisque je ne pense pas que ce serait agréable d'aller dans un espace vert qui soit complètement desséché en plein été. Et pourtant, ça va demander toute une réflexion qui doit commencer maintenant sur cette gestion. Bon, mais merci Sylvain. Je vois que le temps passe, donc on va un petit peu. Je vais juste poser une dernière question à Yvan, et puis après ça, on ira boire un petit verre. J'ai lu récemment que l'activiste climatique, que les jeunes connaissent bien, Délaïde Charlier, a lancé une idée en disant, elle a fait une réflexion en disant que l'économie belge, comme l'économie de quasiment tous les pays, est fondée sur des critères d'évaluation qui ne tiennent compte ni de l'impact climatique, ni nulle équité sociale. Elle a dit, ce qui m'a étonné un peu plus, c'est qu'il y a pas mal de chercheurs, d'économistes qui commencent à dire qu'il faudra en effet remplacer le PIB, ce que je trouve pas mal. Et donc je voudrais demander ce que pense un président de parti politique ou un vice-président de cette approche de chercher éventuellement un autre indicateur que le traditionnel PIB. Oui, c'est une question assez classique. De fait, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le PIB n'est pas le bon indicateur. Je vous le disais très rapidement tout à l'heure, que ce soit toutes les catastrophes naturelles que l'on peut imaginer vont avoir un impact positif sur le PIB. Quand vous faites un accident de votre voiture, ça a un impact positif sur le PIB. On se rend bien compte que ça ne peut pas être la mesure du bonheur, sinon on fait tous des accidents pour augmenter le PIB. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le seul avantage, mais la réalité, c'est que donc il y a des indices comme au bout de temps, la vie du bonheur, etc. Ça, il y a des choses qui peuvent être faites. La seule problématique, c'est qu'évidemment, l'avantage du PIB, c'est qu'il est simple, il est comparable et il est unique. Et que la réalité, si on veut avoir des indicateurs qui nous donnent vraiment plus d'indications du bonheur, probablement il n'existe pas un indicateur unique ou ça ne peut pas être résumé dans un indicateur unique. Et donc on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que le PIB. Et donc je pense que la clé, c'est de regarder le PIB pour ce qu'il est, c'est-à-dire une des mesures, et que la réalité, c'est que je ne pense pas qu'on remplacera le PIB par une autre mesure magique qui sera beaucoup plus en correspondance avec le bonheur, mais qu'il va falloir mesurer des choses qui sont tout aussi importantes, que ce soit la différence entre la répartition de la richesse dans un pays, le niveau d'enseignement dans un pays, la capacité qu'ont les uns et les autres à s'élever, à trouver leur place, etc., et qu'il y a pas mal d'indicateurs qui devraient être utilisés pour ça, mais on n'aura pas la facilité d'avoir un seul indicateur. Je ne crois pas, moi personnellement, qu'il y a un indicateur qui permettra d'avoir la même efficacité que le PIB. Donc le PIB, il faut le prendre pour ce qu'il est. Pour un indicateur parmi 10, 20, 30 que l'on devra regarder ou qu'on doit utiliser pour évaluer réellement si les politiques qui sont mises en œuvre amènent plus de bien-être dans la population que cela. Et donc je crois qu'on ne va pas remplacer le PIB par un autre indicateur magique, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit arrêter de se focaliser uniquement sur le PIB, parce que ça n'a strictement aucun sens. Bon, écoutez, on arrive à la fin, parce que je crois qu'on pourrait encore parler pendant des heures de ce sujet. Il y a plein de sujets qu'on n'a même pas évoqués. Et c'est un sujet qui est tellement vaste, et ceux qui me connaissent savent que on va arriver aux questions, mais je propose que les questions, on les fasse peut-être tout à l'heure autour d'un verre. Je crois que c'est plus facile. Et chacun pourra trouver l'interlocuteur qui préfère, ou à qui la question est relative. Sinon, ça devient déjà un petit peu long, on est déjà plus long que prévu. Ceux qui me connaissent savent que si je suis entré en politique, c'est pour le climat. C'est pour le climat et pour défendre quelques autres valeurs en même temps qui me sont chères. Et ça n'a pas été naturel que j'arrive chez les engagés. J'ai évidemment fait, et je vois la tête de la villa quelque part avec lui en 2019. On avait déjà fait le tour de tous les partis politiques pour essayer de comprendre leur programme climatique. Et j'ai refait ce truc sans toi, tout seul cette fois-ci. Et c'est clairement auprès des engagés que j'ai trouvé le programme le plus abouti à mes yeux.
le seul programme qui offre une vision holistique du problème et des solutions. Voilà, c'est mon avis, mais c'est en tout cas mon engagement. Et je vous invite maintenant à poser quelques questions autour d'un petit verre. Malheureusement, heureusement, on est en période de campagne et je ne peux pas vous offrir. Donc il y a un petit panier, vous mettez dedans ce que vous voulez. Un verre de vin, c'est pas bien cher, au prix coûtant, ce sera maximum 1 euro. Vous mettez ce que vous avez envie, mais je suis obligé de vous demander une petite participation. Voilà, je vous remercie d'être venus.